Au cours des 19e et 20e siècles, être un mondain signifiait généralement que vous étiez riche, populaire et que vous assistiez à tous les meilleurs événements mondains. En apparence, cela semble excellent, mais beaucoup d'entre eux ont fini par être rattrapés par les projecteurs et les mondains dont nous parlons dans la vidéo d'aujourd'hui sont soit devenus fous, soit ont connu des événements tragiques. Rejoignez-moi pour explorer leurs histoires. Pour notre première histoire, nous remontons au XIXe siècle, où une pauvre jeune fille allait atteindre le sommet de la société new-yorkaise, contre toute attente. La femme connue aujourd'hui sous le nom d'Ida Mayfield Wood est en réalité née sous le nom d'Ellen Walsh en Angleterre, le 14 janvier 1838. Son père était Thomas Walsh, un colporteur irlandais, tandis que sa mère était une Anglaise nommée Anne Crawford. Le père d'Hélène faisait partie des millions d'Irlandais qui ont quitté l'Irlande entre les années 1830 et 1870 pour fuir la pauvreté extrême et les conditions sociales déplorables sur l'île, aggravées par la grande famine irlandaise des années 1840. Ils ont d'abord déménagé en Angleterre, mais n'y sont pas restés longtemps. Au lieu de cela, la famille a déménagé aux États-Unis au début des années 1850, s'installant d'abord à Boston, dans le Massachusetts, avant de se disperser dans d'autres régions du pays. Le père d'Hélène est finalement décédé en Californie au milieu des années 1860. C'était une période marquée par un fort sentiment anti-irlandais aux États-Unis, lorsque le niveau élevé de migration irlandaise vers l'Amérique du Nord, le caractère social perçu comme difficile des Irlandais et leur catholicisme romain ont conduit ces nouveaux arrivants à subir une xénophobie généralisée. De nombreux établissements à travers le pays affichaient des pancartes disant « Pas de Noirs, pas de Juifs, pas d'Irlandais ». Face à ce sentiment anti-irlandais, Hélène a pris la décision, alors qu'elle était encore jeune femme, de changer son nom pour Ida Mayfield. Elle a également inventé une histoire élaborée, affirmant qu'elle venait de Louisiane et que son père était Henry Mayfield, un propriétaire de plantations de sucre dans le sud. Peu de temps après son arrivée à New York, Ida s'est intéressée à Benjamin Wood, le rédacteur en chef du New York Daily News, un journal new-yorkais fondé par Gideon Tucker, un avocat et homme politique, en 1855. Tucker avait ensuite vendu le journal à Fernando Wood, un riche homme d'affaires dans l'immobilier et marchand, qui a été maire de New York en 1855, puis en 1857 achetant le New York Daily News pendant son second mandat à ce poste. Pendant cette période, il a rapidement nommé son frère Benjamin rédacteur en chef de la publication. C'est grâce à ce poste que Benjamin a acquis une certaine notoriété publique, et cela a suffi à attirer l'attention d'Ida. La ligne éditoriale du journal sous la direction de Wood était controversée, surtout rétrospectivement. Il plaidait en faveur du maintien de l'esclavage dans les États du Sud et de leur droit à faire sécession de l'Union si les États du Nord continuaient d'insister sur l'abolition de l'esclavage, un développement qui a conduit au déclenchement de la guerre de sécession en 1861. Le fait qu'Ida ait développé un intérêt pour Wood durant ces années est probablement un bon indicateur de ses propres penchants politiques. S'étant intéressée à Wood, Ida a commencé à lui écrire des lettres qu'il n'avait pas demandées. Son intérêt ayant été suffisamment éveillé, il lui répondit et ils se rencontrèrent bientôt, entamant une relation malgré le fait que Wood soit marié. Ce furent des années mouvementées, car le New York Daily News fut fermé par le gouvernement de l'Union lorsque la guerre de sécession éclata en 1861. Malgré cela, Ida poursuivit sa liaison avec Wood, et lorsque sa femme mourut en 1867, ils se marièrent. Sa relation avec Wood, d'abord comme sa maîtresse, puis comme son épouse, propulsa Ida au premier plan de la vie mondaine new-yorkaise. À noter que le New York Daily News fut rétabli vers la fin de la guerre de sécession, alors que la victoire de l'Union paraissait plus probable. Et Wood n'était pas seulement le rédacteur en chef de ce grand journal, il fut également 3 fois membre du Congrès américain, occupant un siège au Sénat des États-Unis pour l'État de New York pendant 2 mandats. Malgré les opinions politiques discutables de son mari à la fin des années 1850 et au début des années 1860, les Wood restaient une des principales dynasties politiques de New York, pendant l'âge d'or américain. Et Ida côtoyait à l'occasion des personnalités telles que le président Abraham Lincoln, le prince de Galles et futur roi Édouard VII, ainsi que la famille élargie du président Ulysses S. Grant. Le mariage d'Ida et Benjamin était aussi particulier car ils s'étaient inventé une fille. Pendant des décennies, le couple a prétendu avoir une fille nommée Emma, née avant leur mariage. Cependant, Emma était en réalité une sœur cadette d'Ida.
Les motivations exactes de cette tromperie ne sont pas claires, bien qu'elles soient sûrement liées aux efforts constants d'Ida pour dissimuler ses origines irlandaises. Benjamin savait d'où venait réellement sa troisième épouse et a accepté de cacher la tromperie. Emma jouera plus tard un rôle dans la vie d'Ida, comme nous le verrons. En vieillissant, Benjamin Wood est devenu un joueur invétéré, misant souvent de grosses sommes d'argent sur les cartes, les dés et d'autres jeux de hasard à New York. On pense même qu'il a parié le New York Daily News au cours d'une partie de cartes. Heureusement, il a gagné et a conservé le contrôle du journal. Mais face à son comportement imprudent, Ida a commencé à prendre le contrôle d'une grande partie de ses finances au cours des années 1880 et 1890, dans le but de s'assurer que son mari irresponsable ne perde pas tout au jeu. Cela signifiait qu'Ida est devenue une femme très riche à la fin du XIXe siècle, profitant de la carrière politique et commerciale de Benjamin. Lorsqu'ils se sont mariés en 1867, Ida n'avait pas encore atteint ses 30 ans, tandis que son mari approchait la cinquantaine. Sans surprise, il est donc décédé bien avant elle, s'éteignant le 21 février 1900 à New York. Malgré son passé douteux pendant la guerre, au début des années 1860, les Wood avaient été entièrement réhabilités par la suite, et dans les années 1880, il avait servi comme l'un des grands électeurs présidentiels pour l'État de New York. En conséquence, ses affaires avaient de nouveau prospéré et, à sa mort en 1900, Benjamin laissa à Ida une fortune d'environ 2 millions de dollars, une somme équivalente à plus de 75 millions en valeur actuelle. Ida ne se remarierait jamais. Au lieu de cela, elle consacra d'abord son énergie au New York Daily News, essayant de maintenir le journal comme Benjamin l'avait laissé et devenant même rédactrice en chef pendant un certain temps en 1900 et 1901. Cependant, dans un monde où il était encore extrêmement difficile pour les femmes d'obtenir le respect de leurs homologues masculins dans les affaires, Ida se lassa rapidement de ce défi. Et en 1901, elle vendit le Daily News pour plus d'1/4 million de dollars, augmentant ainsi davantage sa fortune personnelle. On ne sait pas grand-chose de la vie d'Ida Wood entre 1901 et 1907. Elle menait une vie tranquille. Cela jusqu'à un mois très étrange en 1907, qui l'a poussée à se cacher pendant des années. Un jour, Ida a commencé à retirer de grosses sommes d'argent de ses comptes bancaires et d'autres avoirs à New York. Au total, elle a retiré environ 1 million de dollars, ce qui représentait à l'époque environ 40% de sa fortune. Ensuite, elle, sa sœur Mary et sa prétendue fille Emma ont loué une suite de 2 pièces à l'hôtel Herald Square. Vous n'y verriez probablement rien d'inhabituel, mais pour une raison quelconque, la femme a décidé de rester dans les chambres 551 et 552 pendant 1/4 de siècle. On ne sait pas grand-chose des années qu'Ida et ses 2 sœurs ont passées dans les suites 551 et 552 de l'hôtel Herald Square. Malgré son statut parmi les hôtels les plus huppés de New York, l'endroit demeurait exigu pour que 3 femmes y terminent leur vie. Elle refusait aussi l'accès du personnel de ménage à la chambre. À la place, elle ne parlait aux femmes de chambre qu'à la porte, afin de recevoir des livraisons, faire enlever les ordures et autres objets, ou faire remplacer les draps. En dehors de cela, le personnel et les directeurs de l'hôtel étaient heureux de laisser ces clientes riches et névrosées à leurs propres occupations, et elles sont restées là, cachées de la société, pendant des décennies. Au fil des années, ces femmes furent complètement oubliées, mais à mesure que leur vie s'achevait, leur étrange histoire refaisait surface. Emma est décédée en 1928 à l'âge de 71 ans dans un hôpital de New York. Avant son décès, les sœurs étaient encore relativement lucides, malgré les années d'isolement, et elles ont compris qu'elle avait besoin de soins médicaux. À cette époque, il a été révélé qu'elle était née en 1857 à peu près, au moment où Ida, alors âgée de 19 ans, commençait à s'intéresser à Benjamin Wood. 3 ans plus tard, en mai 1931, l'autre sœur d'Ida, Mary, est également tombée malade. Pourtant, lorsque Ida, âgée de 93 ans, a finalement demandé de l'aide médicale au personnel de l'hôtel, il était trop tard. Lorsque les médecins sont arrivés, ils ont trouvé Mary morte sur un canapé dans la suite. Lorsqu'ils sont entrés dans la suite, ils ont découvert des scènes épouvantables, car Ida, malgré sa richesse, vivait depuis des années dans un désordre d'entassement et d'insalubrité. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir.
Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Dans les semaines qui ont suivi, les autorités ont tenté de découvrir ce qui était arrivé à l'une des plus riches héritières de New York du XXe siècle, qui avait apparemment disparu en 1907, puis avait été retrouvée 24 ans plus tard, vivant en recluse dans une chambre d'hôtel à New York. À ce moment-là, Ida n'était plus assez lucide pour expliquer pourquoi elle, Mary et Emma avaient pris la décision qu'elles avaient prise en 1907, et elle a été déclarée mentalement inapte quelques mois plus tard. D'après tout ce qu'on a pu déterminer, la décision d'Ida avait été prise au milieu de la crise bancaire de 1907, connue plus tard sous le nom de la panique de 1907, pendant laquelle Ida avait estimé que son argent n'était plus en sécurité dans les banques et avait retiré autant qu'elle le pouvait. Pourquoi elle, Emma et Mary avaient alors choisi de s'enfermer dans une chambre d'hôtel qu'elles ne quittaient presque plus, restait en partie un mystère. Mais il faut considérer qu'Ida fuyait la société et son jugement, au sens figuré, depuis toujours, changeant d'identité et de nom au fil du temps. En 1907, elle décida tout simplement de s'enfuir aussi, au sens propre. Dans les mois qui suivirent la mort de Marie, Ida fut transférée dans un autre appartement au rez-de-chaussée. Malgré ses objections. Sa vieille chambre tombait en ruine. Elle a donc été vidée et rénovée. Le personnel découvrit bientôt d'anciennes malles oubliées, renfermant ses affaires et de l'argent enfermés depuis 1907. Elle est décédée peu de temps après sa sœur, le 12 mars 1932, à l'âge de 94 ans d'une pneumonie bronchique. Lorsque Ida est finalement décédée au début des années 1930, un problème croissant concernant son héritage est apparu et elle n'avait laissé aucun testament. Ainsi, il y avait une grande fortune qu'elle avait laissée derrière elle et qui restait à réclamer. Des dizaines puis des centaines de personnes ont tenté d'en réclamer une part ou la totalité. Par conséquent, lorsqu'un procès s'est ouvert en 1937 pour tenter de résoudre la question, 1103 personnes ont prétendu être les héritiers légitimes d'Ida, tandis que 616 d'entre elles se sont présentées avec leur avocat devant le tribunal lors de l'audience. Au cœur de ce véritable imbroglio judiciaire se trouvait le passé mystérieux d'Ida. Comme elle avait inventé la majeure partie de son histoire personnelle, des centaines de personnes ont prétendu être de sa famille, beaucoup se présentant au tribunal de New York comme proches venus de Louisiane. Une histoire aujourd'hui reconnue comme inventée, mais que beaucoup croyaient encore dans les années 1930. D'autres sont venus d'Irlande, d'autres d'Angleterre, et encore d'autres du Massachusetts, où la famille s'était installée après son arrivée aux États-Unis. Des requérants de l'ouest de la Californie prétendèrent aussi être de la famille. Le juge et son équipe à New York ont finalement réduit le nombre de requérants à 22 candidats, semblant disposer de preuves claires d'un lien de parenté avec Ida. Finalement, en mars 1939, 2 ans après le début de l'affaire et 7 ans après la mort d'Ida, un jugement a été rendu, qui a réparti sa fortune entre 10 personnes, toutes cousines germaines d'Ida et petits-enfants de ses oncles et tantes. Ainsi, malgré tous ses efforts pour brouiller les pistes avec son histoire personnelle inventée, la fortune d'Ida semble finalement être revenue à ses héritiers légitimes, grâce au travail d'enquête minutieux de la justice new-yorkaise.
Ensuite, nous allons nous intéresser à l'une des grandes beautés du tournant du XXe siècle, dont les histoires d'amour tumultueuses et la santé mentale déclinante ont conduit à une vie triste. Gladys Mary Deacon est née le 7 février 1881 à l'hôtel Brighton à Paris. Elle était l'aînée des 5 enfants d'Edward Parker Deacon et de Florence Mary Deacon. Edward était issu d'une famille riche et autrefois très distinguée de la ville de Boston, aux États-Unis. Florence était la fille du contre-amiral Charles Henry Baldwin, un commandant de la marine qui avait servi lors de la guerre américano-mexicaine de 1846 à 1848 et de la guerre de sécession de 1861 à 1865, gagnant la réputation d'être l'un des meilleurs commandants de la marine américaine. Édouard et Florence se sont mariés à la fin du printemps 1879 et Gladys est née moins de 2 ans plus tard. La vie de Gladys a été extrêmement turbulente dans sa jeunesse, en grande partie à cause du comportement de ses parents. Malgré leur progéniture grandissante, leur union n'était pas heureuse et, au fil des années, cela a conduit à des infidélités. L'une de ces infidélités a fini par être fatale. Au printemps 1892, juste après le 11e anniversaire de Gladys, son père a abattu Émile Abbé, l'amant de sa femme, dans un appartement de l'hôtel Splendide à Cannes, sur la côte d'Azur que Florence et Émile avaient loué. Édouard était arrivé là sans prévenir, et après avoir entendu sa femme et son amant parler dans la chambre, il a convaincu le personnel de l'hôtel d'ouvrir la porte avant d'abattre Émile B. C'était une époque où l'argent et l'influence pouvaient facilement écarter une accusation aussi grave que le meurtre, et Édouard a réussi à faire réduire l'affaire à un chef d'homicide involontaire, pour lequel il n'a été condamné qu'à 1 an de prison. Il a ensuite été gracié par le gouvernement français. À ce moment-là, Gladys a été brièvement envoyée dans un couvent, d'où sa mère l'a en fait enlevée quelques semaines plus tard pour s'assurer qu'elle ne retombe pas sous la garde de son père. Peu de temps après, les parents de Gladys ont divorcé. Elle a dû retourner en Amérique vivre avec son père en Nouvelle-Angleterre. Pendant cette période, elle a été éduquée au Howard Seminary dans le Massachusetts. La santé mentale de son père s'est détériorée au cours des années suivantes et en 1899, il a été interné au McLean Hospital for the Insane en Nouvelle-Angleterre. Il est décédé 2 ans plus tard, en 1901 à ce moment-là. Gladys et ses 3 autres frères et sœurs survivants ont hérité chacun d'un quart de sa grande fortune. À cette époque, Gladys et ses frères et sœurs étaient retournés en Europe pour vivre avec leur mère en France, bien qu'ils se rendaient également régulièrement en Italie et en Angleterre. Au moment où son père a été interné, Gladys était en train de devenir une belle jeune femme qui a été dessinée et peinte par de nombreuses figures célèbres de la Belle Époque à Paris. Le célèbre écrivain français Marcel Proust a dit d'elle « Je n'ai jamais vu une jeune fille d'une telle beauté, d'une intelligence aussi magnifique, d'une telle bonté et d'un tel charme. » En conséquence, elle a été liée sentimentalement à de nombreuses personnalités de la noblesse d'Europe occidentale à partir de la fin des années 1890, y compris le prince héritier de Prusse. L'une de ces relations fut très significative. En 1897, alors qu'elle n'avait encore que 16 ans, Gladys avait été invitée à visiter le palais de Blenheim, en Angleterre, la résidence familiale des Spencer-Churchill, dont le chef était Charles Spencer-Churchill, 9e duc de Marlborough. En 1895, Marlborough avait épousé Consuelo Vanderbilt, une héritière américaine immensément riche, issue de la fortune familiale des Vanderbilt dans les chemins de fer et l'acier, sauvant ainsi les Spencer-Churchill d'une situation financière chronique dans laquelle ils se trouvaient à l'époque. Cependant, bien que l'union entre Marlborough et Vanderbilt ait été bénéfique d'un point de vue financier et social, ce n'était pas une union heureuse. Et à mesure que Gladys faisait plus ample connaissance avec Marlborough, elle s'est rapidement engagée dans une liaison extra-conjugale avec le duc, une relation qui allait durer plus de 2 décennies avant que le duc et sa première épouse ne divorcent. Le début des années 1900 fut également marqué par l'implication de Gladys dans l'un des premiers cas célèbres de chirurgie esthétique ratés au monde. En 1903, alors qu'elle n'avait que 22 ans et malgré sa beauté reconnue, Gladys a subi une forme précoce de chirurgie esthétique, au cours de laquelle de la paraffine a été injectée dans son nez et sa mâchoire, pour mieux définir leurs contours. Ce précurseur précoce des injections de Botox a été un échec.
La paraffine dans sa mâchoire s'est accumulée autour de son menton, où elle a formé de grosses bosses qu'elle a gardées jusqu'à la fin de sa vie. Malgré ce revers, elle est restée une figure de grand intérêt pour la haute société du début du XXe siècle. Elle était extrêmement cultivée, mais aussi insaisissable. Par exemple, elle pouvait être aussi sociable que recluse, et elle recherchait souvent la compagnie d'écrivains et de peintres, avant d'abandonner soudainement tout intérêt pour ses amitiés sans raison apparente. Plusieurs de ses amitiés ont abouti à ce que son portrait soit peint au fil des ans, notamment par Giovanni Baldini, un célèbre artiste italien du début du XXe siècle pour qui Gladys a posé en 1901, et un autre portrait, réalisé à peu près à la même époque par John Singer Sargent, un expatrié américain considéré comme l'un des principaux portraitistes en Angleterre au début du XXe siècle. Ce dernier a peut-être été peint après la chirurgie esthétique ratée de Gladys, car le tableau la représente avec un voile enroulé autour du bas du visage. Malgré sa chirurgie esthétique ratée, sa relation avec le duc de Marlborough s'est poursuivie tout au long des années 1900 et 1910. Pendant toute cette période, le mariage du duc était en réalité une relation ouverte, et Consuela entretenait sa propre liaison avec un Français du nom de Jacques Balzan, un des pionniers de l'aviation européenne. Finalement, en 1921, Consuelo et le duc ont accepté de divorcer pour poursuivre leurs autres relations. Consuela épousa bientôt Balsan, tandis que Gladys et le duc de Marlborough se marièrent à Paris plus tard la même année, le 25 juin. Curieusement, le mariage de Gladys et du duc, après une relation semi-clandestine de 20 ans, ne s'est pas révélé heureux. Dans les années 1920, Gladys, qui était alors dans la quarantaine et approchait de l'âge où l'état psychologique de son père avait commencé à se détériorer, commença elle-même à développer de graves problèmes de santé mentale. La mère de son père avait aussi souffert d'instabilité mentale dans ces dernières années. Cette composante génétique de ses problèmes de santé mentale était aggravée par la défiguration à vie causée par sa chirurgie esthétique ratée, ainsi que par l'incapacité pour elle et Marlborough d'avoir des enfants. En conséquence de tout cela, la relation entre le duc et Gladys devint de plus en plus tendue au palais de Blenheim. Il faut dire que Gladys était en grande partie responsable de ces tensions. Tout d'abord, elle a insisté pour faire peindre de grands tableaux de ses yeux au-dessus des principales portiques et des portes du palais. Ensuite, elle s'est passionnée pour l'élevage et l'éducation des épagnols de Blenheim. La passion excessive de son épouse pour l'élevage de chiens a manifestement déplu au duc. La situation s'est encore détériorée à partir de 1927, après la conversion du duc au catholicisme romain. À la fin des années 1920, elle était connue pour garder un revolver à côté de son lit la nuit, au cas où le duc, qui dormait alors dans une autre suite de chambres, tenterait de lui rendre visite. Une fois, lors d'un dîner à Blenheim, Gladys est descendue pour le dîner avec un pistolet et l'a posé sur la table à côté d'elle en s'asseyant devant les invités réunis. Lorsqu'un visiteur intrépide lui a demandé ce qu'elle faisait avec le revolver, Gladys a répondu, je cite, « Oh, je ne sais pas, je pourrais simplement tirer sur Marlborough ». Elle était également connue pour parler de son mari en des termes remettant en cause sa virilité, affirmant qu'elle avait épousé une maison plutôt qu'un homme. Au début des années 1930, Marlborough en avait manifestement assez du comportement de plus en plus erratique de sa femme. Il a brièvement quitté Blenheim en 1931, mais seulement le temps de préparer l'éviction de Gladys du palais. En 1933, il a renvoyé tout son personnel et lui a dit de partir. Leur mariage était effectivement terminé, bien qu'il n'ait jamais divorcé, car Marlborough est mort prématurément à l'été 1934, alors que les papiers de divorce étaient encore en cours de dépôt. Gladys n'était pas sans moyen de subvenir à ses besoins financiers après sa séparation de Marlborough. Elle s'installa donc avec ses nombreux chiens dans une résidence au nord de l'Oxfordshire, puis vécut entre celle-ci et une seconde maison à Grange Farm à Shacombe, dans le Northamptonshire. Cependant, son comportement continua de s'aggraver. À un moment donné, pendant sa séparation d'avec Marlborough, lorsqu'un journaliste l'a approchée et interrogée, elle lui a renversé un seau d'eau sur la tête. Plus généralement, Gladys devint de plus en plus recluse à partir du milieu des années 1930. Elle était suffisamment riche pour pouvoir se couper du reste du monde et s'entourer presque uniquement de ses nombreux animaux de compagnie.
Selon les biographes, sur la base des témoignages de ceux l'ayant connue, dès le milieu des années 1930, elle serait devenue de plus en plus fanatique, qui se plaisait à évoquer les souvenirs de sa vie passée. Parmi la communauté artistique de la haute société de Paris, Londres et Rome. Pendant cette période, elle avait connu des personnalités comme Marcel Proust, le peintre impressionniste Claude Marnet et le sculpteur Auguste Roldan. Cependant, dans les années 1950, son comportement était devenu suffisamment erratique pour que les autorités ne puissent plus l'ignorer. Par exemple, elle appelait parfois, même la nuit, des personnes qu'elle n'avait pas vues depuis des décennies ou des inconnus. Elle était également connue pour menacer de tirer sur les enfants du voisinage qui tentaient de prendre des pommes dans son verger, et à partir d'un certain moment, la communauté locale a commencé à craindre qu'elle ne mette réellement ces menaces à exécution. Ainsi, en 1962, elle a été internée à l'hôpital psychiatrique St Andrews. Là-bas, elle est restée une patiente curieuse, continuant de s'intéresser au vaste monde de la politique et de la société, tout en tenant un journal intime. Toutes ces choses donnaient l'impression qu'elle était parfaitement lucide, mais son comportement pouvait devenir difficile tout aussi rapidement. Gladys Deacon est finalement décédée à l'hôpital psychiatrique St Andrews le 13 octobre 1977 à l'âge de 96 ans. Elle avait été inhumée au cimetière de l'église de Chacombe, Northamptonshire. L'histoire de Gladys a été racontée de nombreuses fois au fil des années, notamment dans une biographie de Hugo Vickers et dans des versions romancées de sa vie. Dans des romans tels que Je te verrai à Paris de Michel Gable et Mort à Blenheim de Robin Page. Aujourd'hui, le visiteur du palais de Blenheim verra encore ses yeux peints observer les invités depuis le haut des portes, tandis qu'une paire de sphinx en pierre se trouve dans la cour. Ils ont été commandés pour marquer son installation à Blenheim en tant que seconde épouse du duc au début des années 1920, dans un mariage qui promettait beaucoup mais qui a tenu si peu de promesses. Les hôpitaux psychiatriques sont des établissements spécialisés dans le traitement des troubles mentaux graves et étaient autrefois appelés asiles. Notre prochaine histoire suit une jeune femme qui a été enfermée dans ces établissements par sa famille pendant plus de 50 ans. Lucia Anna Joyce est née le 26 juillet 1907 dans la ville portuaire de Trieste, au nord-est du royaume d'Italie. Cette petite ville est située sur la mer Adriatique, près de la frontière actuelle entre la Slovénie et l'Italie, mais à l'époque, elle était voisine de l'Empire austro-hongrois. Il est impossible de comprendre la vie de Lucia sans explorer qui était un de ses parents. Son père était James Joyce, un Irlandais qui est devenu l'une des figures littéraires les plus influentes d'Europe au XXe siècle. Il a écrit des œuvres telles que Les gens de Dublin et Portrait de l'artiste en jeune homme. Cependant, son œuvre la plus célèbre était Ulysse. James Joyce est largement considéré comme ayant établi de nombreux éléments de la littérature d'avant-garde et du modernisme. La mère de Lucia était Nora Barnacle, une femme issue d'une famille pauvre de Galway, dans l'ouest de l'Irlande, mais qui avait déménagé à Dublin alors qu'elle était encore enfant. Elle y a rencontré Joyce en 1904 et ils ont commencé une relation. Bien que les œuvres de Joyce se déroulent presque toujours à Dublin, en Irlande, le couple a quitté l'île quelques mois seulement après leur rencontre et n'y est jamais revenu pour une longue période, établissant leur domicile à Trieste. Le frère aîné de Lucia, Giorgio, est né là-bas en 1905 et elle est née là-bas 2 ans plus tard. Après que Nora ait fait une fausse couche en 1908, elle n'eut plus d'autres enfants. La petite famille a vécu pendant les premières années de Lucia à Trieste. À cette époque, Joyce n'était pas encore un écrivain reconnu et leur existence était précaire. La famille survivait souvent grâce à de petits dons de mécènes que James obtenait, comme Torres Schmitz, lui-même écrivain, qui croyait au potentiel de Joyce. Mais c'était une période difficile. Lorsque Lucia est née, Joyce se remettait d'une fièvre rhumatismale qui l'avait rendue incapable de bouger pendant des semaines. Cela l'a amené à arrêter brièvement l'alcool, dont il était un grand consommateur pendant la majeure partie de sa vie. Bien que Lucia ait passé ses premières années à Trieste, elle était trop jeune pour s'en souvenir. Par conséquent, ses années les plus formatrices, dans les années 1910, se sont déroulées au sein d'une famille littéraire itinérante. Les Joyce sont brièvement retournés en Irlande, par exemple au début des années 1910, lorsque le père de Lucia a tenté d'obtenir un poste à l'University College Dublin pour enseigner l'italien.
Lorsque cela a échoué, ils sont retournés à Trieste. Peu de temps après, James a connu un certain succès avec la publication de Dubliners, mais le déclenchement de la Première Guerre mondiale à la fin de l'été 1914 a rendu la vie à Trieste de plus en plus dangereuse. Ces dangers ne firent qu'empirer pour cette ville frontalière austro-italienne après que l'Italie eut déclaré la guerre à l'Autriche-Hongrie en mai 1915. Lorsque l'Italie est entrée en guerre, les Joyce ont quitté Trieste et se sont installés à Zurich, en Suisse neutre. Ils y vécurent jusqu'à la fin de la guerre avant de retourner brièvement à Trieste à la fin des années 1910. C'étaient des déménagements à répétition perturbants pour un enfant et à la fin, alors que Lucia entrait dans l'adolescence, elle développait déjà une relation étrange avec ses parents, en particulier avec sa mère Nora. Ces premières années avaient aussi fait de Lucia une sorte de citoyenne internationale. Elle a développé une identité multiculturelle et, malgré ses origines irlandaises, elle considérait l'italien comme sa première langue. Une autre particularité de son éducation était que ses parents n'étaient pas réellement mariés, une situation inhabituelle au début du XXe siècle. Ils ne se sont finalement mariés qu'en 1931 dans un bureau d'état civil à Londres. En 1920, la vie de Lucia, ainsi que celle de son frère et de ses parents, commença enfin à prendre une tournure plus stable lorsqu'ils déménagèrent et s'installèrent à Paris. Les Joyce allèrent vivre ici pendant la majeure partie des 20 années suivantes, ne déménageant finalement que lorsque la Seconde Guerre mondiale les poussa à repartir pour Zurich. Cependant, si Paris a apporté une stabilité initiale, c'est aussi ici que Lucia allait connaître les premières manifestations de ses problèmes de santé mentale. Ce furent des années passionnantes à Paris. Après le traumatisme de la Première Guerre mondiale et l'épidémie de grippe espagnole qui l'a suivie, les années 1920 furent une période de grande croissance économique et de renouveau culturel en Europe et dans les Amériques, et la capitale française en était l'épicentre. Les années 1920 sont donc devenues connues sous le nom des années folles en France, les années folles, alors que des écrivains comme F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway et Gertrude Stein y ont élu domicile pendant un certain temps. Le père de Lucia s'imposait comme l'un des écrivains les plus talentueux et les plus en vue de l'époque, après la publication d'Ulysse sous forme de feuilleton à la fin des années 1910. En raison de cela, la maison des Joyce est devenue un lieu de rencontre pour de nombreuses figures littéraires et culturelles célèbres dans les années 1920. À Paris, Lucia a grandi entourée de personnes telles que Pablo Picasso, Urza Pond, Stein, Hemingway et le compositeur russe Igor Stravinsky. On peut supposer que grandir dans un tel environnement a exercé sur elle certaines pressions, notamment le besoin d'accomplir quelque chose d'un point de vue culturel, tout en étant entourée de tant de personnes brillantes. Une grande partie de cela s'est exprimée au début de sa vie adulte dans sa carrière de danseuse. Lucia a commencé à danser en 1922 à l'âge de 15 ans à l'Institut Dalcroze. Pourtant, ce n'est qu'en 1925, alors qu'elle approchait de ses 18 ans, que Lucia a commencé à s'entraîner de manière plus sérieuse. La place de sa famille dans le milieu culturel parisien des années 20 lui a permis de rencontrer les plus grands professeurs de ballet et de danse contemporaine de l'époque. Cela comprenait Raymond Duncan, un professeur de danse, poète et artiste qui était également le frère de la plus célèbre Isadora Duncan, une américaine qui fut l'une des principales pionnières de la danse contemporaine. Lucia s'est également formée pendant un certain temps auprès de Margaret Morris, une pionnière anglaise de la danse qui s'était fait connaître pour avoir introduit des éléments celtiques et écossais dans les mouvements de danse contemporaine. Elle a également fondé la première école de danse moderne dans l'ouest de l'Angleterre à la fin des années 10. Aujourd'hui, on accuserait Lucia de profiter des relations culturelles de son père, mais il ne fait aucun doute qu'elle avait du talent. En 1928, elle a été acceptée dans une troupe de danse appelée les 6 de rythme et couleur, les 6 du rythme et de la couleur. Le Sextuor s'est produit l'année suivante à Paris, Vienne et Berlin, tandis qu'en 1929, Lucia a terminé deuxième lors du premier festival international de danse organisé à Paris cette année-là. Après avoir assisté à l'une de ses représentations durant cette période, un journaliste du Paris Times a fait remarquer que Lucia Joyce est bien la fille de son père. Elle a l'enthousiasme de James Joyce, de l'enthousiasme, de l'énergie et une part de son génie dont l'ampleur reste à déterminer.
Lorsqu'elle atteindra tout son potentiel en danse rythmique, James Joyce pourrait bien être connu comme le père de sa fille. Mais alors que sa carrière de danseuse était en plein essor, elle s'est brusquement arrêtée. À la fin de 1929, Lucia a soudainement abandonné sa carrière de danseuse, disant à ses amis qu'elle n'était pas assez forte physiquement pour continuer en tant que danseuse. Les raisons exactes de sa décision ont fait l'objet de nombreux débats, certains historiens suggérant que c'est son père qui a mis un terme à sa carrière. Apparemment, Joyce pensait que la carrière de danseuse de sa fille était trop exigeante physiquement et causait beaucoup de stress à Lucia, ce qui aggravait la relation déjà très difficile entre Lucia et sa mère. C'est à cette époque qu'elle a entamé une relation avec Samuel Beckett, un écrivain irlandais vivant à Paris qui a été brièvement le secrétaire de son père. Il allait remporter le prix Nobel de littérature de nombreuses années plus tard, en 1969. Leur relation fut de courte durée, car Samuel Beckett avait une relation avec une autre femme, et il a dit à Lucia qu'il s'intéressait davantage à son père et à son écriture qu'à elle. La décision de Lucia d'arrêter la danse, combinée à l'effondrement de sa relation avec Samuel Beckett, a entraîné une dégradation spectaculaire de sa santé mentale en 1930. James Joyce écrira à Harriet Shaw Weaver, l'une de ses mécènes, à ce sujet, déclarant que cela a conduit à un mois de larmes car Lucia pense avoir gâché 3 ou 4 années de travail acharné et sacrifié son talent. La situation s'est encore détériorée au début des années 30. La nature exacte de la maladie de Lucia fait débat, bien qu'il semble qu'il y ait eu des éléments de schizophrénie. À un moment donné, elle a été envoyée en Suisse, où elle a séjourné à la clinique psychiatrique Borg Helsley à Zurich, là où la famille avait vécu au milieu des années 1910. Et où James Joyce revenait encore de temps en temps pour se faire soigner sa vue, qui déclinait prématurément. Là, Lucia a été soignée pendant un certain temps par Carl Jung, le grand psychanalyste qui avait été formé par Sigmund Freud et qui est ensuite devenu le rival de son mentor. Ce furent des années difficiles, Lucia souffrant souvent de violentes crises qui visaient sa famille et sa mère en particulier. L'état psychologique de Lucia, qui se détériorait, a atteint son paroxysme en 1935 lors d'une visite chez des parents dans la ville de Bray, au sud de Dublin, en Irlande. Pendant les vacances, elle a allumé un feu au milieu du salon de la maison de son cousin et a essayé de déboutonner le pantalon de plusieurs visiteurs masculins de la maison. Elle était également connue pour ouvrir le robinet de gaz la nuit, remplissant la maison de gaz jusqu'à ce que quelqu'un se réveille et le referme. Pour couronner le tout, elle a ensuite disparu complètement de Bray et s'est enfuie à Dublin où elle a passé presque toute une semaine à dormir dans des entrées d'immeubles. Peut-être sans surprise, lorsqu'elle est retournée à Paris et que ses parents ont appris toute l'étendue de ce qui s'était passé, ils ont décidé de la faire interner dans un asile à Ivry-sur-Seine, en périphérie de la capitale française. Lucia passa la majeure partie des 15 années suivantes à Ivry, bien qu'elle ait été envoyée un temps à l'hôpital St Andrews en Grande-Bretagne pour évaluation. Son père et son frère Giorgio lui rendaient en visite à Ivry les dimanches au cours des années suivantes, mais il n'existe aucune trace que sa mère l'ait jamais revue après son internement. James était manifestement très préoccupé par son état, et le personnage de Mama Lou Joe dans son roman de 1939 Finnegan Wake est probablement en partie inspiré de Lucia. Les visites cessèrent à l'été 1940 lorsque les Joyce fuirent Paris à la suite de l'invasion nazie de la France et s'installèrent à Zurich, en Suisse. James y mourut seulement 6 mois plus tard, tandis que la mère de Lucia vécut encore une décennie dans la ville suisse avant de décéder à son tour. En 1951, Lucia fut transférée d'Ivry, en France, à l'hôpital St Andrews de Northampton, en Angleterre, où elle avait déjà été examinée au milieu des années 1930. Elle allait y passer le reste de sa vie. Cela se fit à la demande de Harriet Shaw Weaver, une militante politique et figure littéraire anglaise qui avait soutenu son père James par le passé, et qui a accepté de devenir le tuteur de Lucia en 1951 après la mort de sa mère. Elle recevait souvent la visite d'amis et de connaissances qui avaient connu la famille Joyce dans les années 1920 et 1930, y compris Harriet, qui était alors âgée. Le principal d'entre eux était Samuel Beckett, son ancien prétendant du début des années 1930 et une proche connaissance de son père dans le milieu littéraire.
À cette époque, Beckett était lui-même un auteur à succès et, lorsque Weaver est décédé en 1961, il a financé la poursuite de ses soins à Northampton. Pendant ce temps, son frère Giorgio ne lui rendit visite qu'une seule fois, en 1967. Lucia est décédée des suites de complications causées par un accident vasculaire cérébral, le 12 décembre 1982 à l'âge de 75 ans. Elle était la dernière survivante de sa famille, Giorgio étant décédé 6 ans plus tôt. Après la mort de Lucia, son neveu Stephen a pris la plupart de ses écrits et les a détruits. Cela comprenait sa correspondance avec son père et apparemment quelques poèmes dans un roman qu'elle avait écrit. Il semble que sa famille ait essayé de détruire toute trace de Lucia. Ses dossiers médicaux ont été brûlés et Carl Jung a aussi détruit toutes ses notes concernant la période qu'il a passée avec Lucia. Les amis et connaissances de la famille Joyce ont également été encouragés à détruire toute correspondance concernant Lucia, agissant comme si elle n'avait jamais existé et l'effaçant de l'histoire. Elle a été enterrée au cimetière de Kinsthorpe près de St Andrews, où une cérémonie a lieu chaque année près de sa tombe lors du Bloomsday, un festival célébrant la plus grande œuvre de son père, Ulysse. Ces dernières années, des projets ont été évoqués pour rapatrier les restes des Joyce en Irlande, tandis que plusieurs livres sont parus au début du XXIe siècle pour sortir l'histoire de Lucia de l'obscurité. Revenons maintenant aux États-Unis du XXe siècle, où un père a forcé sa fille à subir une lobotomie qui l'a laissée handicapée à vie. Rosemary est née sous le nom de Rosemary Kennedy, le 13 septembre 1918 à Brookline, dans le Massachusetts. Elle allait bientôt être connue plus simplement sous le nom de Rosemary pour la différencier de sa mère, Rose. Elle était le troisième enfant de Joseph P. Kennedy Sr. et de son épouse Rolls Kennedy, née Fitzgerald. Au moment de sa naissance, elle avait deux frères aînés, Joseph Jr., né en 1915, et John, mieux connu de la postérité sous le nom de Jack ou JFK, qui était né un peu plus d'un an avant Rosemary, à l'été 1917. Finalement, Joseph et Rolls Kennedy auraient 6 autres enfants. 4 filles, Kathleen, Eunice, Patricia et Jean, et 2 fils, Robert et Edward. Le plus jeune des Kennedy, Edward, qui est finalement devenu connu sous le nom de Ted ou Teddy, n'était né qu'en 1932, et donc la différence d'âge entre les aînés des Kennedy comme Rosemary et les plus jeunes était assez considérable. La famille dans laquelle Rosemary est née avait une longue histoire politique et commerciale. Les Kennedy se sont d'abord installés aux États-Unis après avoir quitté l'Irlande à la fin des années 1840 à la suite de la Grande Famine qui a tué plus d'1 million de personnes sur l'île en quelques années et provoqué l'exode de plusieurs millions d'autres. P.J. Kennedy, qui était le grand-père de Rosemary, a été élu à la législature de l'État du Massachusetts au milieu des années 1880, commençant une longue période, presque ininterrompue, de plus d'1 siècle au cours de laquelle un Kennedy occuperait une fonction politique en Amérique. Parallèlement, les intérêts commerciaux de la famille se sont développés dans le Massachusetts et, au moment de la naissance de Rosemary en 1918, les Kennedy étaient déjà bien établis comme l'une des familles élites politiques et commerciales les plus importantes de toute la Nouvelle-Angleterre. Les jeunes années de Rosemary restent mystérieuses. Il y a des affirmations selon lesquelles elle aurait souffert d'une déficience intellectuelle dès son plus jeune âge, en raison d'une privation partielle d'oxygène lors de sa naissance. Cependant, il n'est pas clair si ces affirmations ont été exagérées par la famille Van Kennedy par la suite pour justifier ce qui lui est arrivé dans les années 1940. Quelle que soit la vérité exacte à ce sujet, à la fin des années 1920, alors qu'elle approchait de l'adolescence, Rosemary a été placée dans une école pour personnes déficientes intellectuelles dans l'État de Pennsylvanie. Plus tard, au milieu des années 1930, elle a commencé à fréquenter une école conventuelle dans l'État de Rhode Island, mais elle recevait son éducation séparément de la plupart des autres filles présentes. Au cours de ces années, elle a manifesté le désir de devenir actrice ou assistante sociale, et semblait progresser quelque peu, mais ses parents restaient préoccupés par les rapports du couvent faisant état de certains comportements inhabituels de sa part. Tout au long de sa jeunesse, les affaires et les intérêts politiques de son père ont continué de s'étendre. Par exemple, dans les années 1920, Kennedy a participé au refinancement de plusieurs des principaux studios de cinéma hollywoodiens de l'époque, lorsqu'il s'apprêtait à passer des films muets à ce qu'on appelait les films parlants,
des films avec dialogue. Il a aussi amassé beaucoup d'argent en contrebandant du whisky écossais durant la prohibition de l'alcool qui touchait toute l'Amérique dans les années 1920. Sa richesse a favorisé sa carrière politique, faisant de lui une figure montante du Parti démocrate. Finalement, en 1938, alors que Rosemary approchait de son 20e anniversaire, son père, Joseph Kennedy, a été nommé ambassadeur américain en Grande-Bretagne. Les Kennedy ont traversé l'Atlantique pour s'installer en Europe. Là-bas, Rosemary semblait commencer à s'épanouir. Elle a été présentée comme débutante à la cour du roi George VI en 1938. Elle participait fréquemment à des événements mondains à Londres et ailleurs comme membre de la famille de l'ambassadeur. Même à l'époque où la guerre se préparait et a finalement éclaté avec l'Allemagne nazie sur le continent. Cependant, lorsque les Kennedy sont retournés en Amérique en 1940, la situation de Rosemary s'est aggravée. Les détails exacts de ce qui est arrivé à Rosemary au début des années 1940 ne sont pas précisément connus, mais il semble qu'elle ait très mal réagi au départ de la famille de Grande-Bretagne et à leur retour aux États-Unis. Selon sa sœur cadette Eunice, qui s'est exprimée des décennies plus tard, Rosemary est devenue irritable et difficile en 1940. Ces épisodes se sont intensifiés au point qu'elle s'en prenait aux personnes autour d'elle et qu'elle a même eu des convulsions. À cela s'ajoutèrent des rapports selon lesquels Rosemary avait eu des relations sexuelles avec de nombreux partenaires pendant plusieurs années. Qu'il s'agisse de faits avérés ou non reste incertain, mais ce qui est certain, c'est qu'au début des années 1940, son père, Joseph Kennedy, qui nourrissait l'ambition que l'un de ses fils devienne un jour président des États-Unis, se montrait de plus en plus méfiant envers Rosemary. Il pensait qu'elle représentait un fardeau qui risquait de jeter la honte ou l'embarras sur la famille si son comportement n'était pas maîtrisé. La réalité, cependant, comme beaucoup le pensent aujourd'hui, est que Rosemary souffrait simplement de troubles mentaux et était peut-être dépressive et anxieuse, plutôt que d'être gravement déficiente sur le plan mental. Cela peut sembler choquant à l'esprit moderne, mais Joseph Kennedy s'est rapidement tourné vers la lobotomie comme le meilleur moyen de débarrasser Rosemary de ses troubles. La lobotomie est une forme de traitement neurochirurgical qui a été mise au point et popularisée au début des années 1940. Elle a été développée à une époque où des traitements pour les troubles psychologiques, que nous considérerions aujourd'hui comme brutaux, étaient expérimentés, notamment l'électroconvulsivothérapie et diverses formes de thérapie par choc. Une lobotomie consistait essentiellement en une intervention chirurgicale sur le cerveau afin de sectionner certaines connexions dans le cortex préfrontal du cerveau. Cela a été développé comme un moyen de traiter les troubles psychologiques, car on pensait que cela réduisait la souffrance de quelqu'un souffrant de crise, d'incapacité mentale et de comportement hystérique. Elle a été mise au point par un neurologue portugais du nom d'Antonio Egas Montes. Et en effet, il a ensuite remporté le prix Nobel de psychologie et de médecine en 1949 pour son travail. Beaucoup de gens pensaient que les lobotomies étaient un remède miracle pour les troubles psychologiques graves. Comme on le sait aujourd'hui, les lobotomies donnaient d'eux seulement une illusion de guérison, car elles causaient des lésions cérébrales. Un exemple célèbre de cela dans la culture populaire se trouve dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou, basé sur le roman de Ken Kesey, où le personnage de Jack Nicholson subit une lobotomie à la fin du film. Bien qu'il semble presque inconcevable qu'une telle pratique ait pu être si facilement acceptée comme une forme de thérapie efficace. À l'époque, les lobotomies étaient largement utilisées dans des pays comme les États-Unis tout au long des années 1940 et 1950 et même jusque dans les années 1960 dans certains endroits. À l'automne 1941, un neurologue a suggéré à Joseph Kennedy qu'une lobotomie pourrait être la meilleure solution disponible pour guérir Rosemary de son comportement prétendument troublé. Ainsi, en novembre de cette année-là, sans jamais consulter sa mère, Joseph a envoyé Rosemary subir ce qui était encore une opération nouvelle pour l'époque. La lobotomie de Rosemary a été pratiquée par le docteur Walter Freeman et le docteur James Watts de la faculté de médecine de l'université George Washington. En effet, l'opération consistait à percer le crâne et à sectionner des tissus cérébraux tout en posant des questions à Rosemary, qui était légèrement sédatée mais restait consciente pendant toute l'intervention. Quand ces réponses sont devenues incohérentes, ils ont estimé avoir sectionné assez de tissu cérébral.
Cette forme horrifiante de prétendue thérapie a été un échec catastrophique. Rosemary a gardé des lésions cérébrales, avec l'esprit d'un nourrisson. Elle ne pouvait pas marcher sans aide, ne pouvait pas tenir de conversation intelligible et dépendait désormais d'aide pour accomplir même les activités les plus élémentaires. Alors que Joseph Kennedy avait voulu guérir sa fille de sa maladie supposée par la lobotomie, il est immédiatement devenu évident que l'opération l'avait endommagée de façon irréversible. Cependant, au lieu d'assumer la responsabilité de ses actes, et au lieu d'installer Rosemary dans des établissements autour de la maison des Kennedy à Cape Cod et ailleurs en Nouvelle-Angleterre, où sa richesse aurait pu lui offrir les meilleurs soins possibles, il fit interner Rosemary à Craig House, un hôpital psychiatrique dans le nord de l'État de New York. Elle y est restée pendant de nombreuses années avant d'être transférée dans un autre hôpital à Jefferson, dans le Wisconsin, en 1949. Il est vrai que Joseph a veillé à ce qu'un cottage privé soit construit pour elle ici, à la St. Coletta School for Exceptional Children. Des fonds ont aussi été alloués pour qu'elle soit prise en charge avec compassion par plusieurs membres du personnel. Pourtant, même si Joseph Kennedy a peut-être dépensé une somme considérable pour s'occuper de Rosemary à distance, elle est effectivement devenue le sombre secret de la famille Kennedy. Aucun de ses frères et sœurs, ni même sa propre mère, ne lui a rendu visite durant les années 1940 et 1950. Lorsque la carrière politique de son frère aîné, John, a commencé à décoller dans les années 1950 et qu'il s'est finalement présenté à l'élection présidentielle américaine de 1959, l'absence de Rosemary lors de la campagne a été justifiée ainsi. C'était une recluse qui ne s'intéressait pas à la carrière politique de John, de la même manière que ses autres frères et sœurs. Il n'y a jamais eu de révélation publique sur ce qui lui était réellement arrivé. Cette information ne deviendrait publique que dans les années 1980, près d'un demi-siècle après que Rosemary ait été lobotomisée. Joseph Kennedy doit être tenu pour responsable de tout cela. C'est lui qui a décidé de faire pratiquer la lobotomie sur Rosemary. Et c'est lui aussi qui a ensuite caché à ses frères et sœurs l'endroit où elle se trouvait pendant les 20 années suivantes. Jusqu'au début des années 1960, beaucoup des frères et sœurs de Rosemary ne savaient toujours pas où elle se trouvait, ni ce qui lui était arrivé. Ce n'est qu'après que leur père a eu une attaque en 1961 qu'il a commencé à leur révéler tous les détails, et ils ont alors appris qu'elle se trouvait dans le Wisconsin et qu'elle avait été opérée en 1941. La vie de Rosemary dans le Wisconsin pourrait être qualifiée d'acceptable au fil des longues décennies qu'elle y a passées. Elle a été bien prise en charge par les sœurs et le personnel de l'école, même si elle n'a jamais retrouvé la majorité de ses fonctions cognitives perdues lors de l'opération de 1941. Par exemple, bien qu'elle ait réappris en partie à marcher seule, cela s'est fait avec de lourdes séquelles, et sa parole n'a jamais dépassé un niveau d'articulation très limité. Finalement, lorsque son père a succombé à sa maladie incurable et est décédé en 1969, les frères et sœurs de Rosemary ont commencé à lui rendre visite dans le Wisconsin. Mais à ce moment-là, Jonah et Robert avaient tous deux été assassinés dans l'atmosphère politique agitée des années 1960 aux États-Unis. Dans les années 1980 et 1990, elle était une visiteuse régulière du domaine Kennedy à Cape Cod, dans le Massachusetts, lors des événements familiaux, alors que les frères et sœurs survivants tentaient de réparer les erreurs du passé. On disait qu'elle devenait visiblement excitée lorsqu'elle recevait des visiteurs dans le Wisconsin ou qu'elle se rendait dans le Massachusetts. Un signe que, malgré les dommages qui lui avaient été infligés en 1941, Rosemary continuait d'avoir une certaine conscience du fait que sa famille avait rétabli le contact. Le sort de Rosemary fut également un facteur de motivation dans la volonté d'Eunice Kennedy de créer Special Olympics, une initiative dans laquelle elle joua un rôle déterminant. Finalement, Rosemary Kennedy est décédée le 7 janvier 2005 à l'âge de 86 ans à l'hôpital commémoratif de Fort Atkinson, dans le Wisconsin. Le décès a été attribué à des causes naturelles. Lorsqu'elle est décédée, ses 4 frères et sœurs survivants, Eunice, Jean, Patricia et Ted, étaient en présent. Elle a ensuite été enterrée sur le site commémoratif de la famille Kennedy à Brookline, dans le Massachusetts. Bien que notre dernière histoire concerne une personne saine d'esprit, sa vie finirait elle aussi de façon tragique à cause de la malédiction de sa famille.
Kathleen Kennedy est née au 83 rue Bill à Brookline, dans le Massachusetts, le 20 février 1920. Son père était Joseph Kennedy Sr., tandis que sa mère était Rose Fitzgerald. Elle avait 3 frères et sœurs aînés, Joseph Jr., Rosemary et John, mieux connus de sa famille sous le nom de Jack, tandis qu'au fil du temps, 5 autres enfants Kennedy sont nés dans les années 1920 et au début des années 1930. Eunice Patricia Robert, mieux connu sous le nom de Bobby, Jean et Edward, le plus jeune, connu dans l'histoire sous le nom de Ted Kennedy. Kathleen était une enfant flamboyante à qui sa famille avait donné le surnom de Kik pendant ses premières années, un surnom qu'elle garderait toute sa vie. Elle a été éduquée à la Riverdale Country School dans le Bronx à New York, avant de fréquenter différents lycées dans le Connecticut et pendant un certain temps une école de couvent en France. En grandissant, elle était une athlète passionnée et assez extravertie. Elle aimait de jouer au football avec ses frères aînés, et sa bonne humeur lui a valu l'attention de nombreux amis de Jack. Kathleen était née dans une famille déjà bien établie comme l'une des principales familles d'affaires et politiques américaines. Les Kennedy étaient des Américains d'origine irlandaise, issus de l'installation de leur famille aux États-Unis après la grande famine irlandaise de la fin des années 1840. Le grand-père de Kathleen, P.J. Kennedy, a siégé à la législature de l'État du Massachusetts au milieu des années 1880. Il était également un homme d'affaires prospère et son fils Joseph Kennedy Sr., le père de Kathleen, avait hérité d'une grande fortune même avant la mort de P.J. en 1929. Dans les années 1920, alors que Kathleen était encore une enfant, Joseph Kennedy a développé les intérêts commerciaux des Kennedy, devenant un financier pour les studios de cinéma émergents d'Hollywood. Alors qu'il passait des films muets aux talkies, le nom euphémique donné aux films avec dialogue. Kennedy a également fait une petite fortune en tant que contrebandier de whisky écossais pendant la période de la Prohibition, entre 1920 et 1933. À mesure que Kathleen grandissait et que la fortune des Kennedy augmentait considérablement, son père commença à nourrir des ambitions politiques, ce qui amènerait Kathleen à développer un lien avec la Grande-Bretagne qui marquerait sa vie d'adulte. Au cours des premières semaines de 1938, alors que Kathleen n'avait pas encore 18 ans, son père fut nommé ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni par le président Franklin Delano Roosevelt. Peu de temps après, Kathleen et le reste de sa famille traversèrent l'Atlantique pour que Joseph puisse prendre ses fonctions à Londres. Ce serait une nomination controversée, car Joseph était un isolationniste américain qui pensait que les États-Unis devaient rester à l'écart du conflit grandissant entre la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne nazie. Peu de temps après l'arrivée des Kennedy à Londres, Kathleen a eu 18 ans et a été présentée à la haute société lors du bal des débutantes connu sous le nom de bal de la reine Charlotte, un événement mondain organisé depuis la fin du XVIIIe siècle. Les bals de débutantes étaient courants pendant l'entre-deux-guerres. En raison de l'attention médiatique portée à Joseph Kennedy et à sa famille peu après leur arrivée en Angleterre, la presse s'est beaucoup intéressée à la présence de Kathleen au bal, et elle a été présentée dans les journaux britanniques comme la débutante de 1938. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté dans les premiers jours de septembre 1939, Kathleen se trouvait en France. Elle a rapidement été rappelée en Grande-Bretagne car on craignait que les Allemands ne tentent une invasion de la France à la fin de l'automne 1939, bien que cela n'ait finalement eu lieu qu'au début de l'été 1940. De retour en Angleterre, la position isolationniste de Joseph Kennedy et ses sympathies envers le fascisme sont devenues indéfendables, d'autant plus que le président Roosevelt était favorable à l'octroi d'une aide secrète à la Grande-Bretagne contre les nazis. Par conséquent, il avait été rappelé de son poste d'ambassadeur et, en 1940, les Kennedy sont retournés en Amérique. Là-bas, Kathleen a fréquenté plusieurs jeunes hommes, mais ses relations étaient point brèves, principalement parce qu'elle se déplaçait souvent dans le pays. Elle a étudié à la Finch School et à l'Undergraduate College à New York, puis est partie en Floride pour suivre des cours au Commercial College. À cette époque, elle a commencé à faire du bénévolat avec la Croix-Rouge américaine et a finalement obtenu un poste subalterne au Washington Times Herald, un journal basé dans la capitale pour lequel elle écrivait des critiques culturelles. La décision de Kathleen de s'engager auprès de la Croix-Rouge au début des années 1940 était sa façon de contribuer à l'effort de guerre en Europe. Les enfants Kennedy, de manière générale, ne partageaient pas du tout les opinions politiques de leur père et, des décennies plus tard, ils sont devenus, à bien des égards, l'antithèse de ce que Joseph Sr. croyait.
Au début des années 1940, Kathleen et certains de ses frères et sœurs soutenaient l'entrée des États-Unis dans la guerre aux côtés de la Grande-Bretagne et en étaient heureux. Lorsqu'en décembre 1941, le président Roosevelt mit fin à la neutralité des États-Unis et entra en guerre contre l'Allemagne et le Japon à la suite de l'attaque de la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor. Dans le cadre de son travail avec la Croix-Rouge, Kathleen retourna en Grande-Bretagne au début de 1943 travaillant dans divers hôpitaux et centres de convalescence en Angleterre. C'est à cette époque qu'elle entama une relation avec William Cavendish, le marquis de Hartington, héritier désigné d'Edward Cavendish, 10e duc de Devonshire et l'un des aristocrates les plus éminents de Grande-Bretagne. William avait à peu près le même âge que Kathleen, et ils se connaissaient depuis la fin des années 1930, quand la famille Kennedy vivait en Grande-Bretagne en tant que famille de l'ambassadeur des États-Unis. À présent, ils renouèrent leur amitié et finirent par sortir ensemble. À une époque où la fréquentation était souvent brève, ils firent rapidement des projets de mariage et se sont mariés le 6 mai 1944. La relation entre les familles Cavendish et Kennedy au sens large était tendue, en grande partie parce que l'éloignement de Kathleen de l'Église catholique romaine, à laquelle sa famille était très attachée, était considéré comme étant en partie dû à ses liens avec les Cavendish. En conséquence, Kathleen et William se sont mariés dans un bureau d'état civil sur King's Road à Chelsea, à Londres. Le seul membre de la famille Kennedy à assister à la cérémonie était Joseph, le frère aîné de Kathleen, avec qui elle s'était rapprochée au cours de ces années. Malheureusement, leur union ne durerait pas longtemps. Au moment de leur mariage, William servait dans le 5e bataillon des Coldstream Guards. Quelques semaines après, son unité a joué un rôle clé lors du débarquement du jour J dans le nord de la France, et William a été envoyé en Europe pour combattre les nazis. Le 9 septembre 1944, dans le cadre de l'offensive visant à libérer la ville portuaire d'Anvers en Belgique, que les Alliés devaient en prendre afin d'acheminer des renforts et du matériel supplémentaire en Europe de l'Ouest. William a été abattu par un sniper de la Waffen-SS à Eupen, Belgique. Il est mort presque instantanément. Il n'avait que 26 ans, et lui et Kathleen n'étaient de mariés que depuis 4 mois. Kathleen était l'une des nombreuses jeunes veuves de la Seconde Guerre mondiale, mais sa perte fut particulièrement cruelle. William et elle n'étaient mariés que depuis 5 semaines, lorsqu'il était parti pour la France, et elle ne l'a jamais revu vivant. Entre-temps, son frère Joseph a également été tué lors d'une mission aérienne au-dessus de l'Angleterre en août 1944. Aucun des corps n'a été rapatrié en Angleterre pour l'enterrement. L'avion de Joseph avait explosé d'une telle manière qu'il avait causé des dégâts même au sol en dessous. Ainsi, son corps n'a jamais été retrouvé, tandis que William a été enterré en Belgique, près de l'endroit où il a été tué, à une époque de la guerre où peu de corps pouvaient être rapatriés. Après la mort de son mari, Kathleen a cessé de figurer dans l'ordre de succession du duché de Devonshire. Si William avait survécu, elle serait devenue duchesse un jour. Mais avec sa mort et le fait que Kathleen et lui n'aient pas eu d'enfants, la succession passa désormais au frère de William, Andrew, et à sa femme, Deborah Cavendish, née Mitford. Kathleen conserva le titre de Lady Hartington après la mort de son mari. Kathleen se remit bientôt de son chagrin et, après la fin de la guerre, en mai 1945, elle commença à fréquenter Peter Wentworth Fitzwilliam, 8e comte Fitzwilliam. Cette relation posait problème car Fitzwilliam était marié à Olive Dorothea Plunkett depuis 1933 et Kathleen entamait donc une relation extra-conjugale en commençant à fréquenter Fitzwilliam. Cela perturba sa famille et ses parents lui avaient en fait savoir qu'elle serait privée de la fortune des Kennedy si elle continuait sur cette voie. Kathleen persista cependant, et en 1948, Fitzwilliam avait accepté de quitter sa femme si Kathleen obtenait l'approbation de sa famille pour leur union. Pourtant, l'effort pour y parvenir leur serait fatal à tous les deux. À la fin du printemps 1948, Kathleen et Lord Fitzwilliam décidèrent de se rendre en France pour un voyage qui avait 2 objectifs. Premièrement, ils prenaient des vacances. Deuxièmement, le père de Kathleen devait se trouver à Paris au début de cet été-là et ils voulèrent le rencontrer afin d'obtenir sa bénédiction pour leur mariage, en tant que chef de la famille Kennedy. Début mai, ils étaient à Paris et décidèrent de prendre l'avion pour la Côte d'Azur. L'avion privé affrété à bord duquel Kathleen et Peter voyageaient a quitté Paris à 15h30 l'après-midi du 13 mai. Il a continué vers le sud sur une trajectoire normale,
Mais vers 16h30, l'avion a rencontré des orages au-dessus de Vienne, dans le sud-est de la France. Le contact radio avec le Grand a été perdu peu de temps après. De fortes turbulences ont suivi pendant environ 21 minutes, finissant par arracher une des ailes de l'avion. Alors que l'avion plongeait vers le sol, le moteur et le fuselage ont été endommagés et l'appareil s'est finalement écrasé dans un ravin près de Saint-Beauzile, à mi-chemin entre Lyon et la côte sud de la France. Kathleen, Peter, ainsi que le pilote et le navigateur ont tous été tués dans l'accident. Leurs dépouilles ont été retrouvées et Kathleen a ensuite été enterrée dans le caveau familial de feu son mari à Chatsworth House, dans le nord de l'Angleterre. La rupture entre Kathleen et sa famille était profonde, en raison de sa nature rebelle et de sa vie amoureuse compliquée, et seul son père s'est présenté pour représenter les Kennedy aux funérailles. La mort prématurée de Kathleen en 1948 n'a été que l'un des premiers événements de ce qui est devenu connu sous le nom de malédiction des Kennedy. Comme nous l'avons vu plus tôt, moins de 4 ans avant sa propre disparition, son frère aîné Joseph Jr. avait également été tué dans un accident d'avion lorsque l'avion bombardier qu'il pilotait pendant la Seconde Guerre mondiale a eu une défaillance au-dessus du Suffolk en août 1944 et a explosé. Quelques années auparavant, une autre de leurs sœurs, Rosemary, avait subi une lobotomie à une époque où cette opération était encore expérimentale et considérée comme efficace contre les problèmes de santé mentale. La malédiction des Kennedy ne s'est pas arrêtée avec Kathleen. 15 ans plus tard, son frère John, mieux connu dans le monde sous le nom de JFK, a été assassiné à Dallas, au Texas, puis son autre frère Bobby, lui aussi assassiné en 1968. Depuis lors, la malédiction des Kennedy a emporté de nombreux autres membres de la famille à cause de morts accidentelles, de crashs d'avions et de surdoses de drogue, faisant de l'une des familles les plus célèbres d'Amérique aussi l'une des plus tragiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur ces mondains tragiques, j'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de leur vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.